Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Coaching Live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Arthur Varin, je suis un ancien anxieux et j'aide les gens qui ont un trouble anxieux à guérir en partageant mon expertise empirique, donc en gros les clés de ma propre guérison. Donc comme promis aujourd'hui, épisode un peu spécial, on va faire un question-réponse. Donc dans le live précédent, dans l'épisode précédent, vous avez proposé de me poser vos questions et de m'envoyer un DM à ceux qui avaient voulu me le poser dans le chat. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, j'ai une bonne petite liste de questions auxquelles répondre. Donc, on va défiler ça tout de suite. J'ai Camille qui me dit: Coucou, je tente ma chance pour ton coaching live de ce soir. Depuis presque 4 ans, je souffre de phobie d'impulsion liée à la peur de me faire du mal, alors que j'en ai pas du tout envie. Donc, ouais, une phobie d'impulsion classique. C'est une bataille morale constante, surtout parce que mon réel cauchemar serait d'infliger ce deuil à mes proches. Oh alors, attendez. Ah, petit problème technique. Ouais. Euh, Coucou tout le monde. Donc voilà, c'est une bataille morale constante, surtout parce que mon réel cauchemar serait d'infliger ce deuil à mes proches. Donc on est vraiment sur le cas classique, ce qu'on appelle phobie d'impulsion. Tu as tout simplement des phobies d'impulsion et qui vont affecter soit toi, soit, et en général en parallèle, soit tes proches. Te faire du mal à toi ou faire du mal à tes proches. Et donc, comme tu le dis, c'est une bataille qu'on va considérer, en tout cas qu'un anxieux va considérer comme morale. D'accord? C'est souvent les gens avec les plus grosses valeurs morales qui vont être affectés par les phobies d'impulsion. Donc, j'ai découvert ton podcast et commence le journaling il y a 10 jours. Je suis bien décidé à mettre ta méthode en place. Donc, elle me donne un peu plus de conseils. Donc, elle me dit: J'ai découvert ton podcast hier, je l'ai frappé en écoutant l'épisode d'il y a quelques mois avec Pauline. D'accord, donc j'ai fait un podcast avec Pauline que vous pouvez retrouver sur mes pages des plateformes de podcast En finir avec l'anxiété. Car j'ai l'impression d'avoir exactement la même histoire. Ça a commencé avec de l'hypocondrie, puis de la phobie d'impulsion, pardon, tournée vers le fait de me faire du mal. Et donc on va trouver la phobie de la dépression, de devenir folle, etc. Donc ça c'est vraiment les peurs classiques d'un anxieux, la peur de tomber en dépression, la peur de devenir fou, etc. Bref, ça fait 4 ans pour moi, je vois une psy, un peu on and off depuis 3 ans, et je suis bluffé de ce que tu proposes via le journaling. À propos de ça, préconises-tu bien de le faire une fois par jour, toujours à la même période de la journée environ, j'imagine? Est-ce que tu préconises d'autres choses dans mon cas, ou celui de Pauline précisément, où il y a une forte phobie de la mort qui se déplace et se traduit par le fait de se faire du mal? Je ne sais pas à quel point ce message est une bouteille à la mer, mais j'ai mis vraiment ton travail, merci. Ok. Et elle me dit après, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être compliqué de toujours noter à chaque fois qu'on a une pensée intrusive au cours de la journée, donc j'aimerais savoir comment m'y prendre. Le journaling m'intéresse beaucoup. Ça tombe bien, aujourd'hui, là, justement, je viens de publier une vidéo que vous pourrez voir après le live sur le journaling. Donc j'ai eu beaucoup de questions. Hein. T'es pas la seule, Camille, à m'avoir posé des questions par rapport au journaling. J'en ai beaucoup en ce moment. Le journaling, c'est la base. C'est vraiment la base du truc. Donc pour ceux qui n'ont pas le starter pack où j'explique tout, je vous fais un rappel dans cette vidéo. Mais là, l'idée que tu poses, en gros, c'est: est-ce que je dois vraiment tout noter à chaque moment que j'ai une phobie d'impulsion, etc. L'idée, c'est quoi? On va revenir au début. Première chose, c'est que tu veux mettre en place ta routine de guérison. La routine de guérison, c'est quoi? C'est ta journée, 2 moments au début quand tu commences ta guérison, quand tu es vraiment anxieux. Après, tu passes à un moment, qu'on appelle un moment anxiété. Donc, tu as des créneaux décidés dans ta journée qu'on appelle les moments anxiété. Un moment anxiété, en gros, c'est quoi? C'est un moment où tu es autorisé à guérir activement de l'anxiété. Donc, il y avait vraiment une participation active de ta part. D'accord? Mais c'est seulement dans ces moments d'anxiété que tu es autorisé à guérir activement l'anxiété. Le reste de ta journée, tu fais une guérison qu'on appelle passive. Donc, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Dans ces moments actifs, donc dans ces moments d'anxiété, tu vas avoir 2 étapes. La première, ça va être l'aspect méditation. Et la deuxième, ça va être l'aspect journaling, justement. Donc, la méditation, le principe, c'est quoi? C'est de mettre ton cerveau dans les meilleures conditions possibles pour guérir. D'accord? Donc, grâce à la méditation, justement, tu vas commencer très lentement, d'accord? Donc commence par 3 minutes, pas plus, où tu vas choisir entre 2 types de méditation. Soit la méditation où tu vas mettre un bruit
d'environnements qui tournent en fond. Donc, si vous voulez des bruits comme ça, vous avez ma chaîne YouTube où j'ai mis des vidéos sur ça. J'ai 10 environnements différents pour pouvoir méditer sur plusieurs environnements variés, justement. Et l'idée, c'est simplement de fermer les yeux, mettre ton attention sur les bruits de l'environnement. Donc, tu vas entendre des bruits d'oiseaux, des bruits de vagues, des bruits du vent, etc. Et tu vas essayer un peu de mettre ton attention sur ces bruits-là. Et évidemment, au bout d'un moment, tu vas dévier. Ton attention va passer sur autre chose. Donc, ton anxiété, ce que tu as à faire dans la journée, etc. Et en gros, la méditation, c'est tout simplement faire ça, essayer de mettre ton attention sur l'environnement sonore, et puis après, t'égarer inévitablement, remarquer que tu t'égares, et puis recommencer à zéro, quoi. Donc, en gros, c'est ça, méditer, c'est essayer de méditer. C'est évidemment hyper dur. Je dis toujours, moi, méditer, c'est essayer de méditer. D'accord? Faut vraiment que tu vois ça comme ça. Et donc, tu vas commencer très lentement, avec 3 minutes. Ça paraît vraiment très peu, mais tu vas voir que c'est tellement difficile la méditation que 3 minutes, c'est déjà énorme. Et tu augmenteras d'1 minute par semaine. D'accord? Ça, c'est un peu le première étape. Et après, tu enchaînes directement ton journaling. Pourquoi on met la méditation avant le journaling? C'est que tu verras hein, avec la pratique que après une session de journaling, de méditation, pardon, tu vois beaucoup plus clair. Et donc, ça va t'aider pour ton journaling. Et donc, tu commences ton journaling. Donc là, tu as 3 étapes bien distinctes. La première, tu vas un peu répertorier tes grandes peurs du moment. D'accord? Donc toi, là, peur de la mort, peur de devenir fou, euh, les phobies d'impulsion, donc quelles sont tes peurs liées à tes phobies d'impulsion, etc. Tu vas lister tes peurs du moment. L'idée, c'est d'arriver à un point où tu te rends compte que, ah bah voilà, j'ai l'impression d'être submergé par une montagne de peurs, alors qu'en vérité, j'ai quelques peurs seulement qui tiennent sur une feuille A4, quoi. Même si tu vas voir, c'est des peurs assez, clairement assez pesantes, puisque tu y penses toute la journée. Et puis après, tu vas prendre une peur après l'autre. Donc tu verras hein, que tu passeras en général une session dédiée à une peur, en général, ce qui t'affecte le plus. Tu vas prendre cette peur-là, donc par exemple la peur de devenir fou, et là tu vas passer à la deuxième étape. Et là, tu me dis justement, oui, tu ne veux pas forcément noter tout ce que tu dis, etc. L'idée, c'est de faire ce que j'appelle une autopsie de tes crises d'angoisse. D'accord? Retiens bien ce concept de l'autopsie d'une crise d'angoisse. Tu vas vivre ta journée, tu vas forcément avoir une angoisse à un moment, plus ou moins modérée, mais arrivera le soir, quand tu feras ton moment de journaling, tout ce que tu dois faire, en fait, c'est fouiller dans tes mémoires, en fait, ce qui s'est passé. Tu vas pas l'oublier, ce qui t'est arrivé. Pourquoi? Il y a vraiment des raisons physiologiques derrière. C'est que quand tu es anxieux, tu sécrètes de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est quelque chose qui va renforcer ta mémoire. Les choses qui se passent quand on éprouve, qu'on a ressenti l'adrénaline, on les imprime beaucoup plus dans notre mémoire. Donc t'inquiète pas, tu vas pas oublier ce que tu as, ressenti, ce que tu as pensé. Et donc, tu vas en fait, pouvoir faire une autopsie de ce qui s'est passé quand tu as fait ta crise. D'accord? Quand tu as commencé à penser à cette peur, etc. Maintenant, l'idée, c'est de guider ta réflexion. Et c'est à ça que sert le journaling actif anti-anxiété, donc celui que je vous propose tout le temps, celui qui est dans le starter pack, etc. C'est qu'il va être orienté CCR. Donc, tu vas commencer par une peur, la peur de devenir fou, par exemple, et tu vas la faire passer sous les 3 filtres, en gros, de contrôle, certitude et réassurance. CCR, d'accord? Donc, si on veut vraiment dire ce que tu dis, j'ai peur de mourir, donc je me réassure en 3 petits points. Et là, tu réfléchis à ce qui s'est passé dans ta journée, à te dire, ok, de quelle façon aujourd'hui, par rapport à cette peur de devenir fou, j'ai essayé de me réassurer. D'accord? Donc, est-ce que j'ai fait quelque chose pour me réassurer? Est-ce que je me suis dit quelque chose pour me réassurer? Est-ce que j'ai essayé de penser à quelque chose pour me réassurer, etc. Après, tu fais pareil pour le contrôle. D'accord? Donc, j'ai peur de mourir. Je veux contrôler que ça n'arrive pas, d'accord? J'ai peur de faire du mal à mes proches. Je veux contrôler que ça n'arrive pas en 3 petits points. Donc là, tu vas pareil réfléchir. Est-ce que j'ai mis en place des décisions physiques? Donc ça peut dépendre de est-ce que j'ai décidé de ne pas prendre la voiture, par exemple, etc. Quelles ont été tes décisions physiques que tu as prises, mais aussi mentales, etc. Pareil que pour la réassurance. Et après, tu fais exactement la même chose pour la certitude. D'accord? Donc tu te dis, pour la certitude, ok, j'ai peur de devenir fou, etc. Donc je me réassure en... Enfin, pardon, je veux être sûr que ça ne va pas arriver en... etc. D'accord? C'est... L'idée, en fait, c'est que ça te guide, tu vois, ça te guide dans ta réflexion. Donc, il ne faut pas que tu sois en mode, ça tombe dans la réassurance, ça tombe dans la colonne certitude, et ça dans la colonne contrôle. Tu veux tout simplement
guider ton brainstorming via ça, d'accord? C'est comme ça que t'aide en fait le journaling, ok? Alors, je fais le point un peu pour vérifier que vous m'entendez bien là, parce que je vois que j'ai des petites notifications, ouais. Coucou Machiavelli. Ok, vous m'entendez bien. Et donc voilà, donc ça c'est comme ça que tu journales. Tu vas orienter ton brainstorming comme ça. Ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre de changer ce mindset pro-anxieux que tu as encore en ce moment, qui est que quand tu penses à ton angoisse, tu penses aux conséquences. En gros, c'est ça que fait un anxieux au début de sa guérison. Quand il pense à son angoisse, il est orienté, je pense aux conséquences de mon angoisse. D'accord? Avec le journaling et le fait de le faire de manière régulière, c'est ça qui est important, c'est que ça va commencer à changer ton cerveau et sa façon dont il fonctionne, et ta façon à toi de voir les choses, et ta façon à toi surtout de vivre l'angoisse. Tu vas commencer à la voir non pas par les conséquences qu'elle provoque, mais par les causes que tu vas voir en fait. Tu vas voir des causes, ah oui, je me rends compte que c'est comme ça que j'alimente mon angoisse. J'ai remarqué qu'en effet, quand je prends cette décision de ne pas prendre la voiture, c'est comme ça que j'alimente mon angoisse, etc. D'accord? Donc c'est hyper important. Et donc pour répondre à ta question, non, tu n'as pas besoin de toujours être là à noter exactement ce que tu dis, etc. Fais confiance à ta mémoire, t'inquiète pas, ton cerveau va se souvenir. Et rappelle-toi un peu de ce concept d'autopsie. Qu'en gros, tu vas faire une autopsie de toutes tes crises d'angoisse à chaque moment d'anxiété. D'accord? Donc, à toi après de les placer. L'idée, c'est de placer tes moments d'anxiété à des créneaux que tu sauras, en fait, seront fixes et qui ne vont pas changer avec des choses qui pourraient t'arriver. Donc, à des heures, un moment, en général, avant de dormir, avant le petit-déj, après le petit-déj, etc. D'accord? Pourquoi? L'idée, c'est de pas avancer ton moment d'anxiété parce que tu te sens mal, et c'est aussi de ne pas le faire parce que tu te sens bien. D'accord? Parce que là, tu continuerais à avoir cette façon de faire qui est la méthode, enfin, justement une tendance au CCR de je veux utiliser ce journaling comme une méthode court terme pour aller mieux. Non. Si tu vas mal, c'est chiant, je sais, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu interrompes ta journée et que tu fasses ton journaling. Tu feras ton journaling quand tu as décidé que tu le feras, et ce sera des horaires vraiment précises dans le temps. Et c'est important que tu te tiennes à ça. Comme ça te permet en fait de te détacher en fait de ce mode de vie où tu es dans la réaction constamment. Je vais mal, je dois réagir. Et tu apprends justement à vivre autrement. Et c'est là où justement tout à l'heure je vous parlais de deux parties de la guérison. La partie active qui est ce que je vous dis, le mélange de méditation et de journaling. Mais il y a la partie qui est passive, qui dure 95% de la journée, qui est ce que j'appelle moi le désintérêt de solution, l'entraînement au désintérêt de solution. L'idée c'est quoi? C'est de vivre ta vie en t'autorisant à pas aller bien quand tu vas pas bien. Tout simplement. Tu vas t'entraîner à ne pas chercher de solution aux choses. Peu importe la gravité, peu importe la peur que ça te provoque, etc. C'est la chose qui est évidemment la plus contre-intuitive à faire pour un anxieux. C'est logique, c'est normal, mais c'est le seul en véritable obstacle que tu vas devoir apprendre à surmonter pour guérir. Une fois que tu apprends le désintérêt de solution et que tu es capable de le faire à n'importe quel moment, tu es guéri de l'angoisse. Et donc, la partie passive, ça va être de vivre ta vie, d'accord? De juste attendre d'être anxieux, en gros, d'accord? Ou être anxieuse. De laisser, en fait, ces peurs que tu connais maintenant et dont tu as conscience des réactions potentielles que tu pourras avoir, se faire. Et comme ça, petit à petit, tu vas commencer à la connaître, etc. D'accord? Mais tout ce que tu as à faire, toi, c'est observer ce qui se passe dans la journée. Tu n'as rien à noter, tu n'as rien à te rappeler, à essayer de faire mentalement. Et justement, c'est ce que tu vas t'entraîner à ne pas faire. Tu fais tout ça au moment où c'était. Et la puissance de tout ça, c'est de pouvoir te dire, là, je vais pas bien. Et je ressens ce que tu ressens souvent quand tu es anxieux, ce sentiment d'urgence, de là, il faut que je fasse quelque chose maintenant. C'est important, il faut que je fasse quelque chose là maintenant. Tu vas ressentir ça, mais tu vas dire non, je le fais pas, parce que j'ai mon moment anxiété ce soir, tu vois. Donc je pourrais m'en occuper ce soir. Donc ça t'autorise, toi, à lâcher prise et à te dire, bah, je m'occuperai de ça plus tard. Je verrai ça ce soir. D'accord? Parce que tu sauras que tu auras ce moment anxiété qui sera fixe et qui bougera pas. D'accord? C'est quand moi j'ai commencé à faire ça, à voir les choses comme ça en mode, voilà, j'ai mes moments où je sais que je dois gérer mon anxiété, où je dois activement travailler dessus, ces moments d'anxiété où je fais ma méditation et mon journaling, d'accord? Mais entre les deux, je fais rien, je laisse les choses se passer, je vais mal quand je vais mal, etc. Et le fait de savoir que j'avais mon moment d'anxiété le soir, ça me permettait justement de me dire,
bah vas-y, je peux m'autoriser à pas aller bien maintenant. Et je me sauverai la vie. C'est cette impression qu'il faut vraiment que tu sois actif à te sauver la vie quand t'es anxieux. Quand je ferai mon moment anxiété ce soir. Tiens. Donc voilà un peu, pour répondre à ta question, j'espère que tu vois un peu plus clair sur le journaling. Donc si vous voulez un peu revoir ça, regardez la vidéo que j'ai fait aujourd'hui. Je l'ai fait justement pour répondre à ces questions. Hop, allez, je reviens maintenant aux autres questions. Donc l'idée, hein, ça va être de répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées euh, pendant le live la dernière fois. Je sais que vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages, donc on va répondre à tout le monde. Hop, alors, j'ai Marie. Marie qui me dit: Bonjour Arthur. Alors pour commencer, tes vidéos et surtout tes podcasts m'ont énormément aidé et arrêté les phobies d'impulsion. Donc tu vois, Camille, il y a Marie qui a réussi à résoudre le problème que tu as en ce moment. Et donc merci beaucoup pour ça. Au début, j'étais anxieuse, quasiment constamment, puis ça a commencé à s'éparpiller dans le temps. C'est en effet comme ça que tu guéris de l'angoisse. Ça commence à s'éparpiller dans le temps. C'est progressif, d'accord? Tu te rends pas compte, en fait, tu te rends compte que rétroactivement en disant: Ah, c'est marrant, cette semaine, j'étais beaucoup moins anxieux que d'habitude. D'accord? Voilà, au début, voilà, mais ça a fait à peu près 2 ans que tous les 4 mois à peu près, je fais une rechute avec une période de plusieurs jours dans un état anxieux. Et je refais une grosse crise de panique. Je ne sais pas si c'est lié aux événements de ma vie ou si j'ai juste intégré que fatalement tous les 4 mois, je referai des crises d'angoisse. As-tu des conseils par rapport à ça? Il y a deux aspects qui sont très intéressants dans ton histoire, Marie. C'est le premier aspect, c'est ce concept de on va tous se créer une histoire. Quand tu es anxieux, mais pas seulement, quand tu gères quand tu es affecté par une maladie chronique, donc un problème qui met du temps à s'en aller, tu vas te créer une histoire et tu vas te définir dans cette histoire. Et ça peut être n'importe quoi. Là, toi, ça a dû t'arriver 1 ou 2 fois que tous les 4 mois, tu fasses une rechute. Et donc, tu as créé cette histoire en toi de tous les 4 mois, je suis une personne qui fait des rechutes tous les 4 mois, en gros. D'accord? Donc là, on retrouve la présence de ton besoin exagéré de certitude qui, pour être satisfait, va chercher un peu artificiellement à créer cette histoire. D'accord? Je suis une personne qui fait une rechute tous les 4 mois. Et plus tu vas créer cette histoire, plus tu vas vouloir résoudre cette histoire-là, et en fait, tu vas la renforcer, etc. Donc l'idée, c'est que tu te sépares en fait de cette histoire-là, que tu renonces un peu à toute cette façon dont tu veux te rassurer d'une façon un peu bizarre, mais c'est un peu ça, dans un peu ta façon de clarifier et de cartographier un peu là où tu en es, où voilà, je suis une personne qui a guéri, donc tu vois dans ton message, on voit tu vois le côté positif, mais tu te crées quand même une histoire en mode, bah oui, mais je suis quand même une personne qui est anxieuse, qui fait une rechute tous les 4 mois. Il faut que tu te dises cette histoire, j'arrête de voir les choses comme ça. Et oui, j'en suis persuadé, j'ai beaucoup de preuves, j'ai beaucoup de choses qui renforcent cette notion que j'ai cette chose-là où tous les 4 mois je fais une crise d'angoisse, où je fais une rechute. Il faut juste que tu te poses à l'idée que ce soit pas vrai en fait, qu'il n'y a pas de règle, d'accord? Ça, c'est un concept aussi important que vous devez noter. Il n'y a pas de règle dans la vie. Mais vraiment, à tous les échelles de la vie, tous les aspects de la vie, y compris les aspects de la santé mentale, il n'y a pas de règle. D'accord? Il n'y a pas d'histoire comme ça, c'est rigide à trouver. Ok? Donc ça, c'est le premier aspect. Lâche prise de l'histoire que tu te fais de toi. D'accord? Et en général, cette histoire, c'est ce que tu vas raconter aux autres en général. D'accord? C'est ce que tu racontes toujours aux autres. Ouais, moi, je suis une personne comme ça, etc. Ça dévoile un peu l'histoire que tu t'es créée et que dont tu dois un peu lâcher prise. Ok? Pourquoi? Parce que cette histoire va te pousser à prendre des décisions en fonction de cette histoire. Donc des mécanismes nécessaires, en fait. D'accord? Et donc, ça, c'est le même. Je vais pas vous refaire le topo. Mais voilà. Deuxième aspect que j'ai trouvé intéressant, les rechutes. Pourquoi tu fais des rechutes? Donc, je sais pas si j'ai déjà publié ou ça va arriver, mais j'ai fait une vidéo il y a pour cette semaine-là sur les rechutes. La réponse cruellement simple par rapport aux rechutes, c'est il n'y a pas de rechute sans raison. C'est pas un truc qui tombe du ciel comme ça. Si tu fais une rechute, c'est qu'il y a une raison. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il y a un CCR que tu n'as pas arrêté, tout simplement. Donc revois la liste des 22 CCR, refais le point, reprends. Si tu veux, tu peux faire le test de début de guérison. Donc si vous cliquez sur le lien dans mon profil TikTok ou Instagram ou YouTube, vous avez assez rapidement un lien qui vous dit test de début de guérison, qui vous permet de faire le point sur vos CCR, qui vous donnera de façon assez détaillée chaque CCR
à quelle intensité vous l'avez encore. Ça sera là ta réponse à ta rechute. Et donc, tout simplement, tu fais ce test, tu regardes quel CCR tu as encore, et tu te rendras compte, OK, il faut que j'arrête ce CCR. Et donc après, méthode pour les CCR physiques, si c'est des CCR physiques, et méthode pour les CCR cognitifs, si c'est des mécanismes cognitifs. Donc je vous refais pas le topo, hein. Regardez les vidéos s'il vous faut, mais en gros, voilà, la réponse aux rechutes, c'est tout simplement que tu n'as pas arrêté les CCR. Donc il faut que tu reprennes le travail plus sérieusement, de voir les CCR que tu as et de les arrêter. Je sais que ça paraît tout bête comme ça, mais c'est cruellement simple, c'est comme ça. Ok, j'ai Zousraf qui me dit, depuis 1 mois et demi, j'ai une tachycardie persistante. Donc là, pour tous les cardiophobes dans le chat, ça va vous parler. Donc là, il va me dire le nombre de BPM qu'il a, entre 105 et 120 BPM au repos. Donc là, je pense que ceux qui commencent un peu à comprendre, quel mécanisme vous pensez que Josraf fait? Dites-moi un peu dans le chat. Quel mécanisme de CCR Josraf fait? Là, on est clairement sur les vérifications des conditions de sécurité. En gros, tu as une machine. Donc, je ne sais pas si tu utilises ton Apple Watch ou un ECG à la maison, mais tu as une machine de contrôle de ton ECG. Ça, c'est la première chose à arrêter. Je te le dis direct, hein, si tu es cardiophobie, tu ne guériras jamais ta cardiophobie. Vraiment. Jamais. Tu passeras ta vie à être cardiophobie si tu ne te débarrasses pas de cet appareil qui te permet de contrôler où est-ce que tu en es. D'accord? Arrête de penser que tu es médecin, tu n'es pas médecin. Peu importe le nombre de recherches sur Internet que tu as fait, tu n'es pas médecin. D'accord? Les trucs comme la tension artérielle, le rythme cardiaque, c'est des choses le taux de cortisol, des trucs comme ça. C'est des choses qui varient tellement en fonction de même pas de ta journée, mais de l'heure, voire de la minute, que ça ne sert absolument à rien de contrôler à quel point ça fait. Ça sert à rien, dans tous les cas. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un CCR, mais le plus basique qui soit, et tu dois l'arrêter. Donc ça, faut que tu sois très sérieux, Josra. Faut que essaye pas de passer à la suite, genre. C'est pas de voir les trucs un peu plus compliqués que je fais, le journaling, etc. Faut que tu commences par là. Arrête de contrôler, arrête de mesurer tes BPM, en fait. C'est vraiment la base. Là, c'est vraiment la base pour commencer à avoir des résultats. Donc voilà, il me parle de tension, du coup, sous-élevé, donc tu dois avoir un tensiomètre aussi, j'imagine. Vertige debout, donc là, on passe sur les symptômes qui sont juste chiants, en fait. Vertige, fatigue, perte d'appétit. Donc, tu as perdu 2 kilos. Donc couché, ça va un peu mieux, mais debout, au travail, sous la douche ou en sortant, c'est pire. Donc là, on voit que tu as aussi commencé à prendre des décisions dans ta vie où tu vas plus ou moins, clairement, en fait, juste t'asseoir dans ton lit. Des fois, t'allongé dans ton lit. Si t'es pas bien, tu te dis, vas-y, je vais juste rien faire et m'allonger dans mon lit. Là, tu prends une décision de vie, tu choisis de faire une activité en fonction de comment tu te sens. C'est littéralement la recette parfaite pour amplifier ton problème. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'au début, tu as l'impression que tu vas tomber dans les pommes, que il va t'arriver un truc de grave, donc il faut que tu te fasses progressivement. Mais ça doit être ton objectif d'arrêter de prendre des décisions en fonction de comment tu te sens. Même si c'est des symptômes physiques, en fait. D'accord? Ça, c'est super important aussi. Et voilà. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Et là, justement, ça va nous expliquer un peu. Ça va jamais être assez, en fait. Tu vas commencer à te coucher au lieu de rester debout. 1 fois par jour, 2 fois par jour, tu vas commencer à passer plus de temps allongé que debout et ça va jamais suffire. L'anxiété elle va jamais partir, elle va être soulagée au début, mais c'est comme une drogue, tu vas avoir une accoutumance au truc et du coup ça va jamais suffire et du coup tu vas aller de plus en plus loin dans les décisions de vie par rapport à ça. Donc Josraf, tu me dis, j'ose même plus me doucher. J'ai même peur de me doucher, faire du sport, sortir ou faire des courses. C'est le cycle de la réassurance. Plus tu t'engouffres dedans, plus tu deviens dysfonctionnel. Donc moins tu as de choses que tu peux faire dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qui affecte énormément de personnes. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous, vous avez un degré de dysfonctionnalité, donc des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est un des côtés les plus chiants de l'anxiété. Et plutôt d'attendre d'aller mieux pour arrêter d'être dysfonctionnel, malheureusement, c'est l'inverse. Il faut arrêter d'être dysfonctionnel pour aller mieux. Et donc, il y a une stratégie à faire. Donc, c'est là où il faut que vous voyez ça avec votre psy. Si vous avez besoin une petite béquille médicamenteuse pour commencer à aller faire vos courses. Si par exemple, c'est une étape sur laquelle vous butez de sortir dehors pour faire vos courses,
prenez votre béquille médicamenteuse. Même si, pour la plupart des cas, honnêtement, vous n'en avez pas besoin. C'est juste une histoire de changer ses habitudes et d'affronter la peur. Et donc, c'est l'aspect le plus difficile, évidemment, mais c'est le seul chemin. C'est comme ça. J'étais à votre place, hein, je sais ce que c'est, hein. Mais il faut juste se dire, bah, vas-y, tu mets un pied devant l'autre, un petit pas devant l'autre, et puis, avec le temps, avec l'itération, le fait de chaque jour se dire, vas-y, j'essaie d'aller un peu plus loin qu'hier, même si c'est un mini pas que tu fais, ça va faire toute la différence, tu vois. Et donc voilà, et donc là, après, tu m'envoies toute la liste de tes résultats sanguins. J'ai fait des ECG, des radiothorax, des bilans sanguins complets. J'ai consulté un cardiologue, tout est normal, évidemment. Et je prends la fluoxétine depuis 8 jours. Donc je vais prendre des compléments alimentaires, j'imagine, ou des médicaments, ou des fois, tu n'es même pas censé en prendre. Tu as fait tellement de visites chez le médecin qu'au bout d'un moment, il y a un médecin qui t'a fini par prescrire un truc. Donc voilà, je n'arrive plus à vivre normalement. Ça me... C'est un sujet qui est très important pour moi. C'est quand j'écris mes vidéos, je pense beaucoup aux gens comme vous, qui avaient une vraie dysfonctionnalité dans votre vie, tu vois. Et des fois, c'est difficile de vous dire des choses comme ça, de vous dire que il faut arrêter le dysfonctionnel pour aller mieux au lieu d'attendre d'aller mieux pour ne plus être dysfonctionnel. Parce que je sais que ça peut pas être cruel. J'en ai parfaitement conscience. Parce que j'étais à votre place, tu vois. Mais pour moi, ça serait vous abandonner de dire le contraire, en fait. Ce serait vous abandonner de dire qu'il y a des méthodes plus faciles, des méthodes qui permettent de plus facilement passer à autre chose. D'accord? Donc, prenez le temps de faire votre deuil, s'il faut, le deuil de cette zone de confort que vous avez. Prenez le temps, si vous voulez être déprimé, d'imaginer le fait de devoir commencer à affronter ces choses-là, plutôt que choisir l'option qui permet le soulagement du stress, d'accord? Donc, de rester debout au lieu de s'allonger, d'accord? Et après, une fois que tu as fait ce deuil un peu émotionnel, que tu as pris ta décision, là, tu commences à mettre une stratégie en place. Par où est-ce que je peux commencer? D'accord? Il y a toujours une petite faille dans ton anxiété. Il faut que tu trouves cette faille dans ton anxiété que tu peux commencer à exploiter. D'accord? Par exemple, maintenant, je vais plus me coucher dans mon lit. Je m'assois. Tu vois? Ça peut paraître vraiment ridicule. Tu vois, un petit changement comme ça. Tu te couches plus, tu t'assois. Mais c'est une décision que tu vas vraiment prendre pour de bon, d'accord? Tu ne t'assois, tu ne t'allonges plus du tout. Zéro, il n'y a plus du tout de fois où tu t'allonges. Tu peux continuer à t'asseoir si tu veux, mais la décision de ne plus t'allonger, elle est définitive. Et ça, faut vraiment que tu t'y tiennes. Première étape, tu fais ça. Au bout d'un moment, tu vas voir, c'est dur au début, tu t'y habitues, bam, tu vas être un peu plus fort. Et là, tu vas te sentir de passer à l'étape d'après. Donc, de plus t'asseoir, du coup, de vivre ta vie normalement. Donc, tu resteras chez toi, tu sortiras toujours pas de chez toi, mais au moins, tu seras plus là à t'allonger. D'accord? Et après, quand tu te sens en confiance chez toi, tu continues, tu vas faire tes courses, etc. Et tu reprends contrôle de ta vie petit à petit. Et là, tu n'as vraiment qu'un ingrédient qu'il te faut, enfin deux. Le premier, c'est la clarté. Donc ça, c'est ce que j'essaie de t'impliquer, de t'inculquer, pardon, en te disant qu'il n'y a pas d'autre chemin alternatif, que c'est la seule façon de guérir de ce genre de dysfonctionnalité. Ça, c'est la clarté. Et après, de dresser la stratégie, ce que je viens de t'expliquer. Première étape. Mais après, ça suffit pas. Après, il faut le courage. Et ça, je vous le dis clairement, hein, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir devenir des personnes extrêmement courageuses. Un anxieux ne peut pas. C'est impossible que tu ne guérisses pas l'anxiété sans devenir quelqu'un d'extrêmement courageux. Tous les anciens anxieux sont des gens profondément courageux. Je rappelle la définition de courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur, ou dans le cas plus fréquent même, ne pas agir en fonction d'une peur qui est rationnelle. Faire quelque chose malgré que tu penses va provoquer le fait que ta peur va se réaliser en conscience, volontairement. Tu vas volontairement provoquer la peur, en gros. C'est ça le courage, quand on parle d'anxiété. Et ça, c'est vraiment le deuxième argument que tu as besoin, tu vois. Et n'importe qui là qui nous écoute, que ce soit en podcast ou dans le chat, vous avez ça. Ça fait 2 ans que je coach des gens. J'ai vu des gens dans des conditions horribles, au fond du trou. Et ce que je ressors de ces 2 ans de coaching, c'est à quel point les gens, l'être humain, est profondément courageux quand il comprend qu'il a que ça à faire. Pour moi, le gros piège que vous avez, c'est cette façon dont certaines personnes vous font miroiter une, un chemin facile.
C'est ça qui vous pourrit le plus la vie. Parce que non seulement ça vous empêche de guérir, mais ça vous enfonce encore plus dans votre cycle de la réassurance. Et donc, ça augmente après le chemin qu'il faut faire en retour. D'accord? Arrêtez de penser au chemin facile. Faites le deuil de ça. Donc, ça peut vraiment vous déprimer un moment de comprendre qu'il n'y aura pas de chemin facile lors de ça. Mais une fois que ça s'est fait, bam, d'un coup, une petite décision légère, toute petite, comme le fait de arrêter de s'allonger mais juste s'asseoir. Tu commences par ça, et après tu crées une petite boule de neige, et la boule de neige elle grandit, elle grandit, elle grandit, et au bout d'un moment, bah, t'es guéri, quoi. D'accord? Donc voilà, j'espère avoir été clair avec vous sur ça. Katharina me dit, bonjour, je suis très anxieuse à l'avance de conduire sur l'autoroute. Ça aussi, je pense, une des top 5 des peurs les plus communes que je vois sur le terrain. Comment ne plus avoir la peur? Donc, la dernière fois, j'ai fait 400 km avec mon mari, j'étais à l'aise, et là, j'ai peur d'être seul sur l'autoroute. Donc, tu as déjà fait un très bon pas en avant, Katharina, c'est que tu as été capable de être dans la voiture en tant que passagère. Donc, ça peut être facile d'être en mode, j'aimerais en faire plus, mais déjà, c'est très bien. C'est super d'avoir franchi ce cap, de au moins faire la voiture en tant que passagère. Et bien maintenant, l'idée, c'est de passer à l'étape d'après. D'accord? Donc, pareil, l'idée, c'est d'être intelligent dans la stratégie que tu mets en place. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé avec des clients de juste prescrire le fait de juste se mettre dans sa voiture sans même la démarrer. D'accord? J'ai fait ça, j'en ai déjà parlé dans le live avec vous. Ça peut être une première étape. L'idée, tu vois, vraiment, c'est de imaginer une échelle, en fait, que tu vas prendre et imaginer chaque échelon qui va composer cette échelle. D'accord? Et si tu sens que c'est trop dur de passer à l'étape d'après, c'est que le pas est trop grand à prendre. Donc, utilise ta créativité pour trouver une étape intermédiaire. D'accord? Donc, si c'est trop dur pour toi de conduire, mets-toi dans la voiture. Ça peut te paraître vraiment, vraiment bête hein, de juste te mettre dans une voiture et même pas la lancer, mais je te garantis que ton corps, il va te confronter à les choses, juste le fait de faire ça, juste le fait de te mettre dans la situation. Donc c'est vraiment une histoire de créativité. Là, on retrouve vraiment, on prend la même idée, c'est que vous avez une dysfonctionnalité qui ne sera résolue que par une seule façon, c'est avec une thérapie d'exposition. Si la thérapie d'exposition vous semble, il y a trop de friction dans cette thérapie d'exposition, qu'est-ce qu'il vous faut? Oui, il vous faut du courage, ok, mais il vous faut aussi de la créativité pour trouver une étape intermédiaire. D'accord? Et une fois que tu as trouvé une étape intermédiaire, après, tu es lancé. D'accord? Donc, raisonnez un peu plus comme ça. Hop, Balanda qui me dit coucou Arthur, je fais de l'anxiété généralisée depuis petite. Je pense que ça a commencé avec une crise d'angoisse, donc c'est en général un des éléments déclencheurs principaux. Depuis, j'ai des phases de bien et de rechute. Actuellement, j'étais dans ma pire rechute et j'ai commencé à appliquer tes conseils de guérison. L'anxiété était un sujet constamment présent dans ma tête et un jour, en me réveillant, j'étais bien. Je sentais que ça allait et je n'y pensais plus. Ok? Depuis ce jour, je vais bien, même si j'ai des petits moments d'anxiété, et c'est là que je comprends pas. Comment je peux aller mieux presque du jour au lendemain, alors que je sais que dans la guérison de l'anxiété, ce n'est pas possible. C'est là que je bloque, je me dis que c'est pas possible, qu'il y aura encore des rechutes, que j'ai mal fait les choses. Je ne comprends pas et ça me fait peur car j'ai vraiment envie de guérir. Donc, tu as fait un énorme pas en avant, mais tu vois très bien que tu es encore anxieuse. Donc, t'as pas à t'inquiéter de trop vite guérir parce que là, clairement, tu as encore de l'anxiété. Tu as juste un nouveau sujet d'angoisse. C'est vrai, tu as un nouveau sujet d'angoisse qui est que ton besoin je pense, de certitude n'est pas satisfait par le fait de ne pas comprendre exactement pourquoi tu as autant avancé dans ta guérison, ce qui est très commun. Et donc, du coup, ça perturbe un de tes besoins de CCR, donc ça perturbe soit ton besoin de contrôle, soit ton besoin de réassurance, soit ton besoin de certitude, et ça génère de l'anxiété. Et là, tu vas mettre en place, du coup, des CCR pour essayer de pallier à ça. Donc là, les plus attentifs auront remarqué quel CCR qu'a utilisé Balanda ici. Océane, pardon. Ça s'appelle Océane. Quel mécanisme a utilisé Océane ici? Elle a utilisé le chercher à comprendre. Mécanisme numéro 13, un mécanisme cognitif. Comment on arrête les mécanismes cognitifs? Méthode avec de provoquer l'effet Game of Thrones. Ça, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Comment tu provoques l'effet Game of Thrones? Donc, cette sensation, en gros, de désintéressement envers quelque chose parce que tu as commencé à accumuler de l'information sur son déroulement. D'accord? Et comment tu fais ça avec le journaling? Donc, c'est ce que j'explique au début de la vidéo. C'est en faisant ces moments anxiété, ces moments de journaling où tu réfléchis
avec la méthode CCR, comment je me rassure, comment je cherche le contrôle, comment je cherche la certitude, que tu dévoiles un peu le fonctionnement de chacun de tes CCR. Et donc là, tu peux faire un petit focus, du coup, sur le cherche à comprendre. Comment tu cherches à comprendre les choses. D'accord? Un truc que je vous conseille parfois à mes clients, c'est de faire une petite fiche de révision sur un CCR en particulier. Donc là, tu vois que le cherche à comprendre, c'est un peu le CCR du moment. Donc tu dis, vas-y, je me fais une petite fiche. Je me dis, vas-y, je vais partir de ce mécanisme-là plutôt que d'une peur et je vais vraiment essayer de faire le point sur tout ce que je sais par rapport à ce mécanisme. Donc qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je ressens quand je le fais, etc. D'accord? Donc là, la réponse est simple. Tu as encore des CCR sur lesquels il faut que tu te penches. Tu as un nouveau sujet d'angoisse en ce moment, ok. Ça, en vérité, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que tu arrêtes tes CCR un par un. Et là, tu as un nouveau CCR qui s'est un peu redévoilé, le chercher à comprendre, qu'il va falloir que tu traites dans tous les cas pour en guérir. Donc, mets-toi-y. Voilà, j'espère que ça a été clair pour toi. Chloé. Donc, Chloé qui n'a pas posé sa question, malheureusement. Mam qui me dit, salut, une question par rapport au sommeil et à l'insomnie. Comment sortir du contrôle? J'ai du mal à m'endormir et j'ai des réveils nocturnes. Donc, tu vas te demander tout simplement, ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au journaling, j'ai peur de ne pas m'endormir ce soir, j'ai peur de mal dormir ce soir, comment je vais essayer d'empêcher ça? Donc, ça peut être des rituels avant de dormir, ça peut être euh, un complément alimentaire que tu vas prendre, ça peut être des choses que tu t'empêches de faire avant de dormir, des décisions concrètes que tu prends pour t'aider à dormir. Donc en général, les gens qui ont des insomnies chroniques, c'est des gens qui ont mis en place je sais pas combien de choses. Donc entre le fait de mettre un masque, d'aller aux toilettes juste avant, je sais pas quoi, il y a toujours un nouveau truc. C'est ça qui va t'empêcher de, qui va en fait renforcer le sujet, renforcer l'histoire encore une fois que tu te dis. Donc c'est nécessaire physique, tout simplement. Donc commence déjà, première étape, par identifier les décisions physiques que tu prends par rapport à ta peur de mal dormir. Et tu les arrêtes complètement. Donc je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître hyper logique. Pour d'autres personnes, ça peut paraître impossible. En mode, mais si j'arrête ça, je vais passer des nuits blanches, je vais jamais m'endormir, et là, ça devient catastrophique très rapidement. T'as pas le choix, de toute façon, il faut que tu t'y lances. D'accord? Et c'est en faisant que tu te rendras compte, ah bah oui, en fait, j'ai pas besoin de ça. Ça change. Au pire, ça change rien. D'accord? Même si forcément, ça arrive, il peut y avoir un effet de manque. Le fait d'arrêter un rituel qui t'aidait. Donc, je sais pas, le fait de prendre du magnésium parce que ça t'aiderait à dormir et donc ça te rassure au moment où tu le prends. Tu vas avoir un truc de ah, ça va générer un peu d'angoisse chez toi. Donc, on a une angoisse de manque où tu es en mode j'avais un mécanisme qui permettait de me soulager avant, là je l'ai plus, comment je vais faire? C'est normal, surtout c'est très bien en fait. Ça prouve que tu es en train d'aller dans la bonne direction. Et peu importe si tu passes une nuit de merde en fait. Si tu passes une mauvaise nuit, c'est pas grave, c'est juste une nuit. Mais si le fait de voir qu'en fait on n'a plus besoin et tu arrêtes cette habitude, la prochaine fois tu vas essayer de dormir, tu vas même pas penser en fait à ta peur de dormir parce que tu vas même pas avoir ces choses-là que tu fais tous les soirs qui t'y font penser. Cette pression que tu te ressens au bout d'un moment quand tu accumules je sais pas combien de rituels que tu vas faire pour dormir. Donc ça c'est vraiment la première étape. Arrête les décisions physiques par rapport au fait de dormir. Et à côté de ça, ton insomnie, c'est juste un effet collatéral de ton anxiété, de tes ruminations mentales, de tes pensées intrusives, etc., qui, elle, est décomposable parmi les mécanismes cognitifs que tu as. Donc, refais le point sur les mécanismes cognitifs, refais le point sur ce que j'ai dit par rapport à la méthode pour les arrêter, l'effet Game of Thrones, il faut que tu comprennes ce que c'est et comment ça marche, et la méthode du coup de journaling actif anti-anxiété, comment mettre en place le journaling, comment bien le faire, etc. Donc, j'en ai parlé juste avant, donc si tu veux, tu pourras regarder la rediffusion de ce live, qui sortira dans une semaine. Je sors toujours mes lives, mes rediffusions une semaine après. Bonsoir, donc là j'ai Noémie qui me dit bonsoir, je vous suis depuis longtemps, je suis anxieuse depuis 2 ans et ma phobie c'est que j'ai peur de m'évanouir partout où je vais, même chez moi. J'ai constamment des vertiges, j'ai des enfants, je ne sors plus de chez moi. Dès que je passe ma porte, j'ai des vertiges, pas moyen de marcher, c'est invivable, surtout quand on a des enfants. J'aimerais tellement que ça s'arrange, je fais beaucoup de travail sur moi, mais la phobie est encore là et je n'arrive toujours pas à sortir. Donc, déjà, j'ai m'arrêter sur le fait que tu dis, je fais beaucoup de travail sur moi. Et Noémie, en fait, il n'y a pas beaucoup de travail à faire sur toi. Il n'y a qu'un travail à faire sur toi,
c'est renoncer à tes mécanismes nécessaires. Donc, ce qui va se passer en général, quand quelqu'un tombe dans une dysfonctionnalité de l'anxiété, c'est il va être très efficace et très proactif dans sa façon euh, de faire du développement personnel, en gros. Tu vas avoir une hygiène qui va être top, tu vas bien manger, tu vas bien enfin, maximiser en tout cas le fait de bien dormir et faire du sport parfois. Tu vas essayer d'augmenter de plein de façons différentes ta santé de manière générale. Et c'est ça qui va en fait alimenter ton problème. Lâche tout. Là, vraiment, lâche tout. Là, l'idée, c'est de lâcher tous ces efforts que tu fais de développement personnel pour résoudre ton problème. Tu es persuadé que tu es cassé de base et que tu as besoin de quelque chose de l'extérieur pour aller mieux. C'est pas vrai. Ton état normal, c'est d'être normal. C'est-à-dire d'être neutre émotionnellement. D'accord? Et de ne pas ressentir des vertiges quand tu passes la porte de chez toi. Mais si tu attends de pouvoir sortir de chez toi sans ressentir de vertige pour commencer une thérapie d'exposition qui va t'impliquer de sortir de chez toi, etc., tu vas jamais t'en sortir. Jamais. Il faut que tu dédramatises le fait de ressentir ces symptômes-là. Donc ça, travaille sur ça avec ton psy. Cette idée de déjà, c'est pas, on va arrêter de catastrophiser dès qu'un symptôme arrive. C'est pas grave d'avoir un vertige, d'accord? Je sais que tu as la peur de t'évanouir, etc. Mais il faut que tu commences par accepter le fait d'avoir des symptômes et le fait que ce soit pas la fin du monde, d'accord? Et que tu revois quel est pour toi l'indicateur de guérison. Pour beaucoup trop de personnes, l'indicateur de guérison, c'est en gros aller bien. Si tu vas bien, tu avances ta guérison. Et si tu vas mal, si tu as des symptômes, si tu es anxieuse, tu recules dans ta guérison. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui disent ah oui, c'est moi. C'est un mauvais indicateur de guérison. Ça, j'en ai parlé beaucoup de fois. Le bon indicateur de guérison, c'est le nombre de fois que tu vas avoir ce qu'on appelle pensées de renonciation, où tu vas renoncer à des mécanismes de CCR ou des mécanismes d'évitement. D'accord? Et donc, refais le point sur toutes les choses que tu fais. Commence par chez toi, à l'intérieur de ta zone de confort. Tu peux trouver déjà des choses que tu fais par rapport à ces peurs-là. Donc, première étape, retrouve un fonctionnement normal chez toi. Et après, une fois que le fonctionnement est normal chez toi, là, il faut t'exposer. Là, il faut que tu sortes de chez toi. Donc, trouve, encore une fois, utilise de la créativité pour avoir une thérapie d'exposition qui est graduelle, qui se fait petit à petit. Donc là, tu peux sortir au début accompagné, mais ça n'a pas forcément besoin. Ou alors, juste, tu sors de chez toi et tu restes chez toi, devant ta porte, tu vois. Et encore une fois, si ça paraît idiot, mais juste le fait de sortir, de ressentir le vertige, de rester devant ta porte et de pas bouger, déjà ça c'est énorme. Déjà là, ton corps, il va devoir vivre le symptôme du vertige, l'accepter, etc. Donc juste le fait de faire ça, déjà c'est un énorme pas en avant. Là, ce que tu fais, c'est que tu sors, tu ressens le symptôme, tu rentres. On est d'accord. Juste là, tu as une marge de progression. D'accord? Et après, tu continues, tu continues, tu continues. Et là, c'est à toi de trouver tes propres étapes que tu vas te placer. D'accord? Encore une fois, là, c'est beaucoup de questions aujourd'hui sur ce sujet de j'ai une anxiété qui me rend dysfonctionnel, comment je sors de ça? Donc, je répète encore, première étape, comprendre qu'il n'y a pas de méthode facile, renoncer à la tentation du chemin potentiel facile. Et deuxième étape, juste utiliser ta créativité pour établir une stratégie progressive d'exposition. D'accord? Et il n'y a rien, aucun pas en avant n'est trop petit. D'accord? Vraiment, n'aie pas honte de juste rester devant chez toi et rien faire. Ou de remonter dans ta voiture et de même pas la démarrer. C'est déjà un pas énorme pour toi et c'est un pas que tu fais en avant. Et quand tu fais un pas en avant comme ça, tu pourras plus le faire en arrière après. D'accord? Tu auras fait un bond en avant qui sera définitif. Il faut que ça te motive de faire ça. D'accord? Ok. Donc j'ai Oustache qui me dit bonjour monsieur Arthur, je voudrais vous confier quelque chose de personnel. Alors attendez, je veux pas que dévoiler trop d'infos si c'est ok. Il ne donne aucune info personnelle.
Je voudrais vous confier quelque chose de personnel. Depuis environ 3 mois, je traverse une période très compliquée à cause d'un trouble d'anxiété dont je n'arrive pas à me libérer. Je suis sous traitement, Temesta et Teralen, pour réussir à dormir. Mais dès que les effets disparaissent, je replonge dans mon anxiété et je perds totalement le contrôle. C'est extrêmement difficile à vivre au quotidien, je me sens souvent dépassé. Je tenais à vous en parler car cela pèse énormément beaucoup pour moi, j'imagine, hein. Je crois que j'ai besoin de votre aide pour traverser cette épreuve. Je vous suis depuis un moment et j'espère vraiment trouver une solution grâce à vous. Donc, je te récapitule très vite fait la méthode CCR. Tu vas commencer par apprendre les mécanismes de CCR. D'accord? Les 22 mécanismes que tu fais qui te permettent d'obtenir un soulagement au court terme, d'accord? Par rapport à tes stress que tu as, d'anxiété, peu importe les symptômes que tu as. Mais qui, en fait que du coup, tu te comportes plus comme tu te comportais avant. D'accord? Commence par identifier ces 22 mécanismes. Donc, j'en parle souvent dans mes vidéos, j'ai une formation qui en parle, tu as vraiment tout le contenu qu'il te faut. Une fois que tu as identifié ces 22 mécanismes, fais le point, toi, de là où tu en es. Donc, ce que tu peux faire, c'est faire mon test de début de guérison que tu trouves sur le lien de mon profil, sur n'importe quel de mes réseaux. Donc, tu cliques sur le lien Linktree, il y aura marqué test de début de guérison. Tu réponds aux questions, ça va te donner où est-ce que tu en es par rapport à tes mécanismes. D'accord? Et après, l'idée, ça va être d'arrêter un par un ces mécanismes. C'est comme ça que tu guéris de l'angoisse. D'accord? Continue de faire ton traitement, continue de voir ton psy, d'accord? Garde cette variable la même, mais fais ce travail, ce travail un peu principal en vérité. C'est vraiment ça qui va te faire avancer. D'accord? D'accord? Ok. Donc j'ai ça, Sam qui me dit bonjour, je me permets de vous déranger quelques minutes. Comment peut-on guérir de TOC émotionnel et de phobie d'impulsion? Donc ça, je te renvoie aux questions que j'ai déjà vues avec les premières questions. C'est vraiment la même réponse par rapport aux phobies d'impulsion. Marjo qui me dit salut Arthur, je t'écris aujourd'hui car je suis à bout, j'ai 25 ans et je fais de l'anxiété liée à la santé, donc de l'hypocondrie, depuis des années. Mais ça prend de plus en plus d'ampleur sur ma vie. Je sais que tu peux pas me guérir, mais j'ai besoin de ton avis car je regarde tes vidéos chaque jour et elles m'aident beaucoup. Mon médecin m'a prescrit un antidépresseur. Ok, très bien, pour calmer mes angoisses à très faible dose. J'ai peur de le prendre. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, tu me demandes si tu. Ok, donc tu as peur des médicaments. Quelque chose qui revient très, très souvent. Un anxieux, par définition, c'est quelqu'un qui a un problème par rapport à son contrôle. Il a besoin de contrôler les choses. C'est toi qui dois t'occuper des choses. Et du coup, donner un peu les clés ou une partie de tes clés à quelque chose qui n'est pas toi, c'est difficile pour toi. Comprends que ça, c'est ton besoin de contrôle qui te fait un caprice. Fais confiance à ton médecin. Prends antidépresseur. D'accord? Prends-les quelques mois. Je pense qu'il t'a pas prévu ça pour des durées infinies. Ça va te permettre d'avoir une meilleure marge de travail. Et puis après, fais ce que je viens de dire à Oustache pour commencer vraiment ta guérison en arrêtant les CCR. D'accord? Refais vraiment le point, refais le test de début de guérison si tu en as besoin. Ok, autre question. Et après, on va pas tarder, les amis. Si on arrive au bout. Un Yeva qui me dit bonjour, j'entame ma guérison via ton profil et j'ai des pensées que je ne veux pas avoir. Ok. Donc des pensées que tu ne veux pas avoir, c'est des pensées invasives. Des pensées obsessionnelles, des pensées invasives, des phobies impulsions. Et qui m'angoissent, mais je ne sais pas si c'est du crystal balling, un CCR, dû à une peur, et s'il faut que je stoppe. Ou si c'est des pensées intrusives. Donc, ok. Donc je vois que tu te poses beaucoup de questions, en fait. Tu te poses beaucoup de questions et là, on retrouve un truc qui arrive souvent pour les gens qui ont un peu plus commencé la guérison, c'est qu'ils se disent, est-ce que ça, c'est un CCR? Et du coup, tu vas commencer à répondre comme une anxieuse à une méthode qui est censée être une méthode de guérison. Donc, tu vas te juger pour le fait de faire tes CCR. Et donc, ça, c'est un truc que je clarifie assez souvent. Un CCR cognitif, donc le crystal bowling, par exemple, c'est le premier CCR cognitif qui consiste en fait à prédire le futur. Dès que tu es en train de penser au futur, en gros, de façon anxieuse, tu fais du crystal bowling. D'accord? Évidemment que le but va être à terme d'arrêter de faire ça. Évidemment. Mais ce n'est pas en faisant du désintérêt forcé, donc c'est pas en te disant faut que j'arrête de faire ça, faut que j'arrête de faire ça, en te disant bah j'ai juste identifié donc ça devrait suffire pour qu'il disparaisse ou quoi, que ça va partir. D'accord? Ça c'est justement un autre mécanisme cognitif qu'on appelle le désintérêt forcé. Là, ton problème, Marjo, c'est que tu n'as pas
compris le principe de l'effet Game of Thrones, d'accord? Donc, tape dans la barre de recherche Arthur Varin effet Game of Thrones, où je réexplique vraiment tout ça, d'accord? L'effet Game of Thrones, comment ça marche et comment le journaling permet de soigner les mécanismes cognitifs. Tu vas comprendre que c'est une méthode qui est un peu contre-intuitive au début, qui demande de la patience, mais qui marche, d'accord? Juste pas de la façon dont tu le penses. Là, tu penses que c'est avec la force que tu vas t'empêcher de faire un mécanisme comme le crystal bowling. C'est pas avec la force que tu vas le faire. C'est avec la patience, en te désintéressant. Tu vas arrêter le crystal bowling, pas parce que tu deviens plus fort que le mécanisme, tu vas arrêter le crystal bowling parce que tu vas en avoir la flemme. Et comment tu vas provoquer cette flemme? Avec le journaling, tout simplement. Et dernière question, bah, c'est un mineur, je peux pas répondre aux questions sur les mineurs. Bon, ok, je vais me répondre. Donc j'ai NVSM qui me dit, salut, j'ai 15 ans et je pense souffrir de l'anxiété. Est-ce que tu peux m'aider? Donc c'est pas moi la première étape, d'accord? Si tu penses que tu souffres de l'anxiété, donc s'il y a des gens dans le chat qui pensent souffrir de l'anxiété, mais qui n'en sont pas sûrs, qui ne sont pas diagnostiqués, commence par en parler à tes parents, d'accord? Tu leur dis, voilà, je pense que j'ai de l'anxiété. Est-ce qu'on peut me prendre un rendez-vous déjà chez le médecin? Tu vas voir ton médecin généraliste, d'accord? Pour en parler. Tu vas commencer par aller voir ton médecin généraliste, tu vas lui en parler. Déjà, il n'est pas spécialiste, le médecin, mais il peut un peu déjà commencer à t'aider. Et ce que va faire le médecin généraliste, c'est qu'il va t'orienter vers un psy. Donc, soit un psychiatre, donc qui est un médecin, donc c'est quelqu'un qui a fait médecine, d'accord? Qui a la capacité de prescrire des médicaments s'il le veut, soit un ou une psychologue. Donc ça, c'est pas des médecins à proprement parler. Ils ont une formation académique qui est différente. Il y en a qui tressent des comparaisons et une hiérarchie entre les deux. Moi, je suis pas trop de ce truc-là. Chaque individu, qu'il soit psychiatre ou médecin, a sa propre chose, a sa propre méthode et sa propre efficacité thérapeutique. Et donc, l'idée, c'est tu vas recevoir une prescription, une ordonnance pour aller voir un psy. Et là, l'idée, c'est de te faire prendre en charge, d'accord? Donc, on va commencer par te dire, bah voilà, c'est ton problème. Soit tu as une hypocondrie, soit tu as un trouble d'anxiété généralisée, etc. Fais-toi prendre en charge, d'accord? Mets en place, en fait, une prise en charge et un support, en fait, continu. Donc, tu vas aller voir ce psy sur toutes les semaines, sur toutes les 2 semaines, en fonction de l'intensité de ton anxiété. Et donc, ça va te créer, en fait, cet environnement sécurisant pour toi de, voilà, je suis pris en charge, il va rien m'arriver, je suis pris en charge par des professionnels. Et voilà. Et donc, tu vas avoir ce support en personne. Donc, ce ne sera pas avec des visios ou quoi, où tu verras vraiment un humain en face à face. Et une fois que tu vas être pris en charge, etc., et que tu comprends ce qui t'arrive, etc., là, tu peux commencer à regarder mes vidéos, à mettre en place mes conseils, qui, tu vas voir, ne sont pas du tout en contradiction avec ce que tu verras par rapport à euh, peu importe la méthode que tu vas recevoir, en fait. Moi, ma méthode, c'est comprendre quels sont les mécanismes que tu fais tous les jours pour essayer d'aller mieux contre l'angoisse, ce qu'on appelle les mécanismes de CCR, d'accord? Tu vas apprendre après, avec le temps, quels sont ces 22 mécanismes de CCR, et tu vas apprendre à les arrêter. Et chaque chose en son temps, commence par aller voir un médecin, d'accord? Commence par te faire prendre en charge par un psy, et là, tu verras que ça te fera sentir beaucoup mieux, tu auras plus ce doute de qu'est-ce qui m'arrive, etc. Tu comprendras que c'est juste un trouble comme un autre, etc. D'accord? Et puis après, repasse sur la chaîne, regarde un peu comment ma méthode fonctionne, tu verras qu'en soi, c'est assez facilement, assez rapidement compris. Et après, il faudra que tu pratiques. D'accord? Et là, reviens me voir. Donc, repasse dans le live. Repose-moi une question sur TikTok quand tu auras été pris en charge. D'accord? Et voilà, on va s'arrêter là-dessus, les amis. Si vous avez des questions que j'ai pas répondues, n'hésitez pas à me les envoyer en DM. Je sais pas si on fera une question-réponse. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je sais pas si on fera une question-réponse la semaine prochaine. Je pense que je vais faire un petit sondage sur Instagram et sur TikTok pour voir quel format vous plaît un peu, faire un peu le point sur ce qui vous plaît comme contenu de ce rendez-vous de coaching live. Et puis je m'adapterai en fonction de ce dont vous avez le plus besoin et ce qui vous apporte le plus de valeur. D'accord? Bon, les amis, encore merci d'être passés. J'espère que je vous ai bien aidé à obtenir au moins un peu plus de clarté. Donc clairement, le thème qu'on a beaucoup abordé aujourd'hui, c'est tout ce qui est à la dysfonctionnalité. Donc encore une fois, je pense à vous, hein. Je sais ce que vous vivez. Je sais que ça paraît être une punition à vie et que vous voyez vraiment pas comment vous en sortez.
Voilà, ma réponse est partiellement réassurante, je sais. Oui, vous pouvez vous en sortir. Oui, vous allez vous en sortir, mais la façon d'y arriver va demander beaucoup de courage. Je le sais, j'en ai parfaitement conscience, mais j'ai aussi parfaitement conscience du fait que vous êtes invincible, vous y arriverez. D'accord? Vous y arriverez, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous y arriver. Si c'est trop dur, c'est que vous voulez aller trop vite. Donc, trouvez une stratégie progressive et vous finissez par y arriver, c'est sûr. D'accord? Bon, allez, je vous fais des gros gros bisous. Je pense à vous. Et puis voilà, hâte de vous reparler. Allez, bisous tout le monde. Prenez soin de vous.